Merci de rester fidèle à l'émission Éco-Jeunes sur New World Economy. Nous sommes nombreux à assister à ce qu'on appelle dans le jargon les clashs sur Internet et sur les réseaux. Des propos très virulents jusqu'à proférer des menaces. Des artistes, des sportifs, des blogueurs se mêlent également à la danse. Quelles sont les causes des clashs et des insultes sur les réseaux sociaux? Nous en parlons donc sur ce plateau avec nos invités du jour. Il s'appelle Mensa Sogbagé, il est entrepreneur digital. Mais c'est un grand plaisir de te retrouver encore aujourd'hui sur le plateau pour parler de ce thème qui passionne tellement plusieurs et qui intéresse vraiment la jeunesse. Plaisir partagé, maestro. Bonjour, bonsoir à toi et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent chaque temps sur New World Eco et aussi sur nos réseaux sociaux. Ce sera également un moment fou que nous partagerons avec une dame. Elle s'appelle Rachel Akinsola, elle est juriste de formation. Rachel, un grand plaisir de te retrouver également sur ce plateau. Un plaisir partagé. Bonsoir à tous, nous espérons que vous allez tous bien. C'est toujours un bon moment d'être là ici et surtout parce qu'on sait que vous nous suivez. Joseph Guéli, il est spécialiste en communication digitale. Joseph, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau. Bonjour Coco, ça fait un plaisir partagé d'être là en fait. Alors mince, il y a plusieurs qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Et, chez nous en effet on dit quel est job où on remarque aujourd'hui sur les réseaux sociaux ce phénomène de clash, parce qu'on va finalement l'appeler phénomène parce que ce n'est pas qu'au Togo, mais nous allons parler beaucoup plus de chez nous, les clashs par ici, les insultes et tout ce qui va par là, et les artistes s'en mêlent, les sportifs, les blogueurs que nous appelons entre griffes les influenceurs. Est-ce qu'on pourra dire sur ce plateau que quelque part c'est la vitalité de la jeunesse qui s'exprime? Dire ça, c'est englober tout le monde dans un même plateau, dans un même panier, parce que c'est pas toute la jeunesse qui le fait. Moi je dirais c'est l'expression d'un malaise, c'est l'expression d'un mal intérieur qui s'exprime, parce que je vois que des gens qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre qui commencent à s'insulter. Tu sens en fait que ces gens, en fait, ils cherchent juste l'occasion. C'est des personnes qui cherchent l'occasion pour régler leur compte avec leur ami. Et puisque dans la vraie vie, ils ne peuvent pas approcher tel ou tel, parce que, disons la vérité, il y a certaines personnes qui se font clasher par des personnes qui ne pourront même pas les approcher dans la vie réelle. C'est-à-dire, quand on voit notre grand frère chez Adebayor, quelqu'un qui passe dans la rue, c'est-à-dire, ça serait impossible de l'approcher, de lui dire certaines choses en face comme ça. Et tout ça, c'est parce que c'est des occasions qu'ils trouvent. Ils trouvent que sur les réseaux sociaux, ils ont que des profils, on peut pas venir les prendre. Ils ont un accès facile à la personne et donc du coup, ils déversent ce qu'ils avaient à déverser sur la face de la personne. Donc on dira oui, c'est un fléau, oui, c'est grave et c'est très grave. Alors, est-ce que Rachel également pense que c'est un fléau, c'est quelque chose de grave ce que nous vivons aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Oui, je vais aller dans le même sens que Mince. Il faut dire aujourd'hui que les gens se cachent derrière les réseaux sociaux pour faire du n'importe quoi. Parce que derrière, ce sont des faux profils. Et lorsqu'on cherche, on n'a pas de grandes informations sur ces comptes-là souvent. Et je me dis que les réseaux sociaux aujourd'hui ont donné des ailes pas possibles à la jeunesse aujourd'hui. Et tout le monde se dit, j'ai mon appareil, j'ai ma petite connexion de 50 francs, j'ai ma petite connexion de 200 francs avec les Wi-Fi. Et donc, tout le monde se fait un petit genre. Mais est-ce que ce n'est pas la liberté d'opinion qui est vraiment manifeste? Est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes dans un pays démocratique que la démocratie s'exprime par les opinions? Même si on n'est pas d'accord avec celui-ci ou celui-là, quand même, chacun se libère au travers de sa caméra. Mais toutefois, on n'est pas sans savoir que là où commence la liberté de quelqu'un, s'arrêtent les droits de quelqu'un. Cette liberté, elle nous est accordée, certes, mais ce n'est pas rentré dans la limite des droits qui soient accordés à une autre personne. Quand je m'attaque à la physique d'une personne, c'est puni aujourd'hui par la loi, c'est une liberté. On a le droit de ne pas apprécier quelqu'un, mais on n'a pas le droit de s'attaquer à son physique. Par exemple. Okay. Donc ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais
aujourd'hui, on se retrouve avec une jeunesse, je ne sais pas si c'est par manque d'emploi, c'est par manque d'occupation, moi je le dis. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est par manque d'occupation qu'on est autant intéressé par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et tout le monde pense que c'est un moyen pour s'en sortir, c'est un moyen pour se faire connaître. Mais malheureusement, il y a d'autres moyens pour se faire connaître. Il y a bon nombre de personnes sur qui on peut s'appuyer, bien évidemment, pour se faire connaître. Au-delà des réseaux sociaux, au-delà des clashs, il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui utilisent efficacement les réseaux sociaux. Mais pourquoi dans la jeunesse togolaise aujourd'hui, on assiste plus à ces genres de clashs, que ce soit de ces personnes qui nous représentent, de ces personnes qu'on appelle en bref autorité, qui sont aujourd'hui l'objet de ces clashs-là. Moi, je suis surprise, en fait. Quel est le message qu'ils essaient de véhiculer avec des propos, des fois tellement indécents, que tu te dis, bon, c'est cette personnalité-là qui se permet de se rabaisser à ce niveau. Moi, je pense que c'est se rabaisser, oui. Rachel pense que c'est se rabaisser. En fait, tout au long de cette émission, on aura vraiment le temps d'écouter chacun les analyses de part et d'autre et de tirer donc les conclusions adéquates donc de cette merveilleuse émission que nous proposons aujourd'hui à nos téléspectateurs, où la plupart sont également sur donc les réseaux sociaux, également sur l'internet. Alors Joseph, je disais tantôt que sous d'autres cieux, c'est quand même j'ai l'impression que les gens ont envie de s'exprimer, les gens ont envie de dire ce qu'ils ont dans leur cœur, les gens ont envie de montrer leur quotidien, et c'est tout cela qui est reversé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses? D'abord, merci pour la question. Je veux d'abord essayer de redéfinir un peu le contexte en essayant d'apporter une définition à ce que nous appelons les réseaux sociaux. Okay. Il faut dire que ce sont des plateformes pour créer des communautés, pour créer un lien entre les communautés, entre les groupes amis. Si nous prenons par exemple l'exemple de Facebook, qui aujourd'hui englobe assez d'utilisateurs, tu n'es pas obligé de connaître, par exemple, je ne suis pas obligé de connaître Mens avant que Mens et moi on soit amis sur Facebook. Paradoxalement à WhatsApp, où je suis obligé d'avoir le contact de Mens avant qu'on s'écrit. Donc ce qui veut dire que c'est justement c'est une liberté d'expression. Je ne partage pas tout à fait l'avis de Mens et de Rachel, parce que qu'est-ce qui nous amène à discuter de ça sur ce plateau? C'est ce côté négatif de la chose. Alors qu'il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi le côté positif en fait, que nous devons aussi faire cas. Donc pour moi aussi c'est une expression de la jeunesse, c'est la vitalité, comme tu l'as dit, de la jeunesse, parce que quand nous faisons aussi les statistiques, on remarque qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs togolais sur les réseaux sociaux. Ce qui prouve un exemple vraiment assez concret, c'est que nous avons remarqué que nos artistes togolais font maintenant les millions de vues au travers des réseaux sociaux, des plateformes numériques, YouTube par exemple. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui il y a quand même un taux d'engagement nécessaire de la jeunesse togolaise sur les réseaux sociaux, mais juste qu'il manque assez d'éducation numérique. Oui, les réseaux sociaux, mais comment j'utilise les réseaux sociaux? Et c'est là qui se devient un peu vers la thématique qui nous réunissent sur ce plateau. Super. Ce soir. Alors, avant de revenir peut-être à Mens, je vais rester avec Rachel. Rachel, d'aucuns disent que si c'est quand même un moyen de se déstresser. On est sur les réseaux sociaux parce que on a envie de se déstresser, on est stressé, on a envie juste de s'éclater, et on peut entendre même certains de nos leaders, des références qui disent que on est sur les réseaux sociaux pour se défouler. Personne ne peut empêcher l'autre de venir sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quand même tu considères ça comme une erreur à penser de cette façon? De cette manière, vous voulez vous déstresser en stressant, se défouler et vous stresser les autres. C'est en quelque sorte ce qui se passe en fait. Je sais pas comment les gens arrivent à prendre plaisir dans les... Moi, quand je tombe sur des histoires de clash, la vitesse à laquelle je sème le truc, je ne sais pas. Je vois pas ce que j'apprends dedans. Est-ce que cette personne qui s'est insultée m'apporte moi quelque chose à mon éducation? Je vois pas pourquoi ça doit me faire rire de voir mon prochain être en train d'être dénigré, et surtout en public.
moi, je pense pas que c'est quelque chose de défoulant, hein, à moins qu'on soit aujourd'hui dans un monde où tout va à l'envers. Parce que quand on insulte quelqu'un, il faut quand même arriver à se mettre à la place de la personne qui est en train d'être insultée. Et aujourd'hui, Joseph est en train de parler des bienfaits des réseaux sociaux. Nous tous, on est d'accord là-dessus, il y a des bienfaits. Sauf qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas justement utilisés pour un bienfait. Parce qu'il y a des gens qui attaquent le physique des gens, il y a des gens qui se mettent à insulter jusqu'à aller dans les histoires de famille. Et derrière, c'est des dépressions. Aujourd'hui, on assiste à une jeunesse qui est dans le superflu. Une jeunesse qui veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas à cause des réseaux sociaux, justement. On assiste à des voleurs, on retrouve des gens qui piratent des comptes. C'est comme l'histoire de ce gars-là, Monsieur T. Le gars, quand il fait ses publications, c'est pas pour faire de la pub à Monsieur T, bien évidemment. Moi, j'ai connu Monsieur T grâce à ce monsieur. Il en consomme tellement. Et quand on voit ses publications, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est très aisé, alors qu'en vrai, c'est un voleur. Wow. Qui derrière son casquette de petit homme mignon et tout, exploite les filles, escroque les jeunes filles sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, c'est au grand jour que ça s'est éclaté. Donc ces réseaux sociaux-là, est-ce qu'on l'utilise finalement à bon escient? Est-ce qu'on l'utilise finalement à bon escient? Mince, aujourd'hui nous parlons, ou bien ça se dit, hein, on parle de... Au fond, c'est des clashs arrangés. On entend aussi cette expression. Il y a c'est du game. On est en train de faire du jeu. Est-ce que finalement, ce ne sont pas ceux qui suivent la plupart de ces clashs-là qui sont victimes, qui sont des consommateurs de ces types de poisons, si on peut le dire ainsi, et que ceux qui le font pour des objectifs assez précis et ils mobilisent des ressources derrière? Effectivement, je vais peut-être revenir sur le concept même des réseaux sociaux, comme Joseph l'a entamé tout à l'heure. Je vais plus revenir sur la définition, mais il y a certains points qui nous expliqueraient un peu les réactions de l'un ou de l'autre. Il y a l'anonymat que les réseaux sociaux nous confèrent. Okay. C'est-à-dire, quand tu crées un compte, je mets le psychopathe guéri, par exemple. On ne sait pas que c'est moi. Par exemple, c'est des profils. Ce n'est pas des identités, c'est des profils. Donc, un profil, on ne sait pas qui est derrière. Voilà. Ce qui fait que la personne peut faire ce qu'il veut. Donc, en troisième position, il y a la facilité d'accès aux gens. C'est-à-dire, tout de suite, je peux aller sur la page de quelqu'un et écrire quelque chose là-bas. Tout ce que je veux. Ça fait que, voilà. Et en dernière position, les conditions de création de comptes sont très, très flexibles. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as juste besoin de ton téléphone pour créer un compte sur un réseau social. Ce qui fait que tout le monde y est. Et quand tout le monde y est, ça crée des dérives. Donc, si je reviens sur la question que tu viens de poser, c'est vrai, ce qui se cache derrière les réseaux sociaux, c'est de la monétisation. Voilà. La monétisation, c'est un jeu, en fait. C'est un jeu. Bon, pas forcément, mais c'est de l'argent, en fait. Partout, il y a des gens. En marketing, on parle de la portée. Donc, quand tu lances une publication, le nombre de personnes qui est atteint par ta publication te confère les revenus. Si tu vends quelque chose, si tu es en quête de popularité, ça dépend de combien de personnes ont vu ta publication. Okay. Du coup, cette renommée de ta publication peut te ramener de l'argent ou soit de la popularité. Et donc, ces personnes, beaucoup de personnes ont compris ça, surtout les influenceurs, ils ont compris ça, et ils se sont dit, pour avoir beaucoup d'audience, pour avoir beaucoup de vues, pourquoi ne pas créer des histoires rocambolesques pour attirer l'attention des gens, pour que plus ils sont là, plus j'ai de vues, et parce que quand j'ai des vues, c'est de l'argent que la plateforme me reverse. Ce qui fait que, comme tu l'as dit, je vais rester dans la question que tu as posée. Donc, ils se créent entre eux. Tu vas voir une personne qui insulte l'autre aujourd'hui et l'autre se répond. Il organise des lives et il encourage les gens à envoyer des cadeaux. L'autre aussi allume des lives. Il encourage et à la fin, ils vont vous dire, je vais pas appeler de nom. Ils vont vous dire après, j'ai gagné tant sur les réseaux sociaux, j'ai gagné tant sur c'est beaucoup. Il faut pas que nous qui suivons soyons les bêtes qu'on mène à l'abattoir, sachant que derrière tous ces trucs là que nous voyons, nous mettons pas trop parce que après derrière ils se retrouvent et ils se causent et tout. Et je vais chuter sur ceci. Toutes ces choses là, c'est bon signe en fait.
c'est bon signe parce que, en fait, ça montre que le pays est digitalisé. Ok. Et je crois que sur ça, les décideurs peuvent surfer dessus pour des décisions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux outils digitaux. Si on prend cette année, par exemple l'année passée, on sent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus de mouvements sur les réseaux sociaux. Donc ça donne, c'est des indications. Ok. C'est des indications qui doivent, voilà, tout simplement, voilà. Super. Alors, je viens, quand j'entends Mens parler de plusieurs qui sont victimes, hein, ou qui sont, faudrait pas que la jeunesse devienne où les jeunes deviennent donc des bêtes qu'on amène à l'abattoir. Mais je sais en même temps, je peux le dire, hein, qu'on voit plusieurs qui s'intéressent, qui aiment, puisque quand on voit de ces lives là, c'est des milliers de personnes. Est-ce que si ça fait mal, si on n'aime pas, si ça ne nous plaît pas, est-ce qu'on serait là en train de suivre tous ces lives là, même très tardivement dans la nuit? Vous allez voir, plusieurs jeunes sont connectés et suivent. Est-ce que si ça ne nous plaît pas, on serait là à suivre? Si tu le permets, je vais essayer encore de faire un peu l'historique d'un certain nombre de choses. Okay. Tout est question de réalité culturelle en fait. Tu sais, le Togo est un pays qui est fortement influencé par la Côte d'Ivoire. Numériquement, bon, c'est ce que je remarque. Hein. Okay. C'est ta position. C'est ma position. Ton analyse personnelle. Sur le plan numérique, okay, j'ai remarqué que le Togo est tellement influencé par tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les jeunes Togolais, que ce soit les créateurs de contenu, tout ce qui va avec. Or, en Côte d'Ivoire, c'est là intervient un peu la question de culture. En Côte d'Ivoire, par exemple, dire à quelqu'un imbécile ne veut pas forcément l'insulter, mais peut-être il se salue comme ça. Donc ils ont transporté ça sur l'internet. Vous comprenez? À un moment donné, nous au Togo, avec nos valeurs, avec la culture, c'est là où ça va intervenir aussi le problème de valeurs. À un moment donné, on a délaissé nos valeurs pour suivre les valeurs d'autres personnes. Et alors que tout ce qui est numérisation aujourd'hui, il y a aussi un esprit derrière. Il y a aussi une notion qu'on appelle l'esprit numérique. Okay. Une fois que vous délaissez ce qui est normal et que vous voulez suivre ce qui est pas forcément courant chez vous, bien pas forcément normal chez vous, à un moment donné, vous n'aurez plus cette valeur, cette notion d'identité d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, beaucoup plus, comme Mess l'a dit, les clashs, normalement, ce sont des stratégies de communication entre les artistes pour faire la promotion, bien pour créer un buzz, l'actualité autour du lancement d'une nouvelle chanson. Maintenant, c'est des choses qui ne devaient pas être normalement à la laisser ou bien à la portée de tout le monde. Parce que si vous ne le faites pas bien, c'est pour cela que à chaque chose, il faut avoir une ligne éditoriale, il faut avoir la cible. Ce que je vais faire, quelle est la cible? Ce que je vais faire, est-ce que ça correspond? Si je prends un jeune, avant que ce jeune ne crée un code qui est facile, qui est accessible à tout le monde, il faut quand même que le jeune définisse sa ligne éditoriale. Tu as dit là où on parle des choses négatives, il y a beaucoup du monde. En fait, ou bien en réalité, c'est ce qu'on remarque. Mais je pense que si moi, en tant que jeune je crée mon compte, je dois pouvoir, par rapport à mes valeurs, par rapport à l'éducation numérique que j'ai reçue, créer la ligne éditoriale. Si la ligne éditoriale ne me permet pas de suivre un contenu qui va me créer des problèmes après, je ne suis pas obligé d'aller là-bas. Parce que les algorithmes fonctionnent de telle sorte que quand j'aime une vidéo de Mess, demain, sur un réseau social demain, ce réseau social va me proposer énormément de contenus de Mess parce que j'ai démontré un intérêt par rapport à ce que Mess fait. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir c'est très important. Pour moi, c'est une histoire de canalisation. C'est beaucoup plus un accompagnement. Il faut accompagner la jeunesse vers une utilisation en bon escient, comme on le dit, des réseaux sociaux. Il faut une éducation numérique en fait, parce que quand nous prenons la Chine par exemple, il y a une éducation où un jeune qui arrive sur TikTok par exemple, c'est qu'il est là pour apprendre. Pourquoi
ailleurs les réseaux sociaux ne détruisent pas et que c'est chez nous que ça détruit, c'est parce que derrière il n'y a pas. Ça détruit un peu partout, hein. C'est pas seulement au Togo. Hein. Je ne refuse pas. Relativiser. Et on va relativiser, mais le constat est clair qu'en Afrique ou bien chez nous au Togo, le constat est clair. Il y a beaucoup de consommateurs qui au lieu que ça soit vraiment un atout considérable, des canaux où nous exprimons nos pensées, nos valeurs, mais c'est devenu beaucoup de canaux où... justement, c'est ce qui se passe. Rachel, je vais terminer. C'est devenu des canaux où on est beaucoup plus on a un laisser-aller et on est beaucoup plus victime. Alors, en fait. Rachel, moi, je voudrais tout de suite te poser cette question et cette même question également à Mance sur ce plateau. Lorsque moi, j'ai plus par exemple, de 18 ans, il y a des lives qui sont en cours, il y a des paroles diffamatoires par là, les gens s'insultent et tout. Et moi, j'ai choisi de suivre. On voit des milliers de jeunes qui vont vers ces lives-là et qui suivent ces lives-là à longueur de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Qu'est-ce que l'État peut faire pendant que c'est ce que moi, j'ai choisi de suivre? On est juste face à une génération qui n'a pas conscience de son besoin réel. Parce que le besoin réel, c'est pas d'être dans un clash, par exemple. Non, est-ce que ce n'est pas une manière ce n'est pas parce qu'on veut s'épanouir? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on veut... Peut-être je dis n'importe quoi, mais moi, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a envie de se défouler? La preuve, c'est nous-mêmes qui allons payer notre forfait pour venir sur ça à plusieurs heures, alors que peut-être on a faim. Alors qu'on a faim, justement. C'est pour cela que je dis, on est face à une jeunesse qui n'a pas conscience de son besoin réel. Parce que quand je rentre dans... Quel est le besoin réel de la jeunesse? C'est de s'occuper à réaliser sa vie, à dormir tôt pour se réveiller tôt, aller au boulot. Parce que si entre-temps, si je n'ai pas de boulot et que je veux me déstresser, et puis si je n'ai pas la connexion, je pars voler la moto de quelqu'un pour aller payer cette connexion. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement accros à ces genres de live. Quand on prend par exemple le live de Nicapol, il y a des gens qui, lorsqu'il est minuit, je sais même pas à quelle heure son live commence, tu les vois stressés pour aller suivre le live parce qu'ils ont l'impression de manquer un événement essentiel à leur vie. Alors, qu'est-ce qui se passe en vrai dans ça? Alors, rien du tout. Super. Mais quand on parle de ce que nous sommes en train de voir, c'est aussi la consommation. Oui. Est-ce qu'on pourra parler d'un grand danger que nous sommes en train de vivre aujourd'hui où la jeunesse est en train d'être éduquée autrement et très souvent, naturellement, après, vous allez voir un jeune qui sort certains propos, certaines phrases de certaines chansons où tu es étonné, tu es choqué, tu te poses la question, ça vient d'où? Est-ce qu'on pourra réellement dire que les réseaux sociaux aujourd'hui tracent le chemin de l'éducation à la jeunesse où à un moment donné il faut mettre un frein? Oui, carrément, parce que il faut pas qu'on oublie quelque chose de très fondamental. D'abord, le réseau social, c'est un réseau normalement. C'est un réseau qui va rassembler beaucoup de personnes. Et donc, lorsqu'on parle de réseau, on parle de beaucoup de personnes ayant reçu des éducations diverses qui se rencontrent au même endroit. Et donc, quand une même pensée, un même type de pensée est véhiculé sur cette plateforme ou bien sur ce réseau, tout le monde finit par ressembler à ce courant de pensée-là. Et donc, à la question de dire, est-ce que c'est un danger? Je dis oui. Parce que hier, je discutais avec un ami, je me disais, avant la prolifération de TikTok, quand on prend nos téléphones, c'était la meilleure des choses à faire, c'est quoi? La pire des choses qu'on puisse faire, c'est d'aller suivre des chansons. C'est d'aller, c'est faire WhatsApp. La pire des choses qu'on puisse faire encore, c'est de télécharger des jeux. Je sais pas à quel moment TikTok est arrivé et bim! Tout a chuté. Donc, pour dire que c'est très important que ça, c'est même pas une affaire d'État. C'est d'abord une affaire d'éducation. Il y a l'éducation part de la maison, en passant par l'école et dans la rue. Donc, quand la maison et l'école faillissent, c'est la rue et aujourd'hui les réseaux sociaux qui vont éduquer. Ok. Ça c'est clair. Donc quand la personne même refuse l'éducation qu'on lui donne à la maison, refuse ce qu'on lui donne à l'école, c'est pas l'État. Parce que ça c'est ce que l'État a mis en place en fait. L'école pour vous éduquer. Les parents
pour te redresser. Donc, quand toi-même, tu refuses ces éducations-là, tu es obligé d'être éduqué par soit la rue, soit les réseaux sociaux. Parce que tu passes 8 heures, 9 heures de temps sur les réseaux sociaux, tu es obligé d'écouter les coachs, tu es obligé d'être dans les lives, tu es obligé d'écouter des motivations bizarres et tu es sculpté, bizarre, hein? Oui, tu es sculpté à l'image de ces informations-là qui entrent en toi à longueur de journée. À longueur de journée. Et je vais ajouter un détail à ce que Miss venait de dire. Parce que dans son développement, il disait que l'État ne pouvait pas faire grande chose. Mais je crois qu'en Chine, aujourd'hui, le TikTok est limité à certaines catégories de personnes. Même si je n'ai pas la véracité de cette information, j'ai cru entendre que les moins de 18 ans n'ont pas aussi accès à TikTok. Je pense que c'est un truc qui peut aussi se faire aujourd'hui. Chez nous. Pour aider cette jeunesse-là. Parce qu'on ne peut plus éviter aux gens d'utiliser le téléphone. Et quand on a un téléphone, forcément, il y a l'installation de l'application TikTok qui est faite. Bon, il faut comprendre aussi que la Chine n'a pas signé beaucoup d'accords internationaux. Du coup, il a le droit de restreindre beaucoup de choses. Nous, nos pays, on a ouvert les droits de l'homme et tout. On ne peut pas. Enfin, je crois que c'est ça. Mais ces droits-là, c'est plus à l'interne. Est-ce que les autres États sont obligés d'être impliqués? Super. Parce que si le président me met à aller dire à la télé que la jeunesse souffre de quelque chose, c'est que réellement la jeunesse est en train de souffrir de quelque chose. Super. C'est peut-être l'occasion de prendre des mesures pour éduquer cette jeunesse-là. Alors, Joseph, on ne peut pas aujourd'hui parler de ce que nous vivons sur les réseaux sociaux, parler des clashs, parler donc de ces insultes, ces diffamations, sans revenir à cette question de valeur. On a l'impression qu'il n'y a plus de notion d'aîné à part. Il n'y a plus le respect. Quand tu ne sais pas faire, les jeunes vont te dépouiller. Ils te récupèrent. C'est l'expression te récupérer et détruire ta carrière tout de suite, en fait. Justement. Comment on explique aujourd'hui, il n'y a plus cette notion de respect, de l'aîné, de la peur, de l'autorité, où ça va dans tous les sens. Comment est-ce qu'on peut le comprendre aujourd'hui? Oui, je pense que c'est la méconnaissance de l'utilisation même du réseau social. Parce que peut-être la loi qui va avec. Et de la loi qui... Voilà. Est-ce que combien nous sommes, nous jeunes, et qui sont au courant qu'il y a le nouveau code pénal, il y a des articles qui sont prévus. Si tu n'utilises pas bien, ou bien si tu diffames, tu seras récupéré par la loi, soit la prison, bien tu vas payer des amendes. Je ne pense pas. Et tu sais, aussi, il y a aussi l'effet, les tendances en fait, qui influencent. La foule influence. C'est pour cela que c'est très normal, c'est très important à un moment donné qu'on puisse, chaque jeune ou bien qu'on puisse avoir vraiment une éducation numérique qui serait insérée même dans le système éducatif togolais, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. On doit pouvoir apprendre aux jeunes que oui, tu as le droit d'utiliser les réseaux sociaux, mais voilà ce que tu dois faire avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des professionnels du métier qui savent comment fonctionnent les réseaux, qui peuvent former, qui peuvent enseigner. On doit référer ces personnes, les jeunes vers ces personnes pour qu'on puisse avoir. Je pense qu'avec l'éducation, avec la sensibilisation, les dégâts seront moins. Maintenant, il y a aussi une question de valeur et d'éducation. Tu sais, les réseaux sociaux, quand tu es avec ton smartphone, tu es caché sous ton profil, tu as l'impression qu'on ne peut jamais te tracer. Ça te donne un pouvoir autant pour moi. Et puis il y a aussi l'influence des abonnés. Par exemple, tu es en live, il y a 1000 personnes qui te suivent. Voilà, il te dit dis-le. En fait. Il y a aussi la question de maîtrise de soi. La question de... Mais c'est pour cela que moi je dis, c'est important d'avoir une ligne auditoria sur les réseaux sociaux. Super. Pourquoi? Qu'est-ce que j'utilise les réseaux sociaux? Pourquoi? Qu'est-ce que je viens chercher sur les réseaux sociaux? Quand c'est bien tracé, quand tu es bien calé dans la tête comme ça va te permettre de rester un peu focus, de ne pas te divaguer dans tout ce qui se passe comme actualité sur les réseaux sociaux. Alors, ça te permet de ne pas divaguer dans tous les sens et de faire des choses qui ne sont pas normales à faire. Alors, mais je reviens également à toi. L'autre constat aujourd'hui, et je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est que ce qui est déplorable, c'est qu'on voit aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme étant des modèles, des icônes, des références. Je n'ai pas envie d'utiliser l'expression des stars,
il y a tellement de noms qu'on peut, on donne à ces personnes qui sont aujourd'hui les yeux du pays, mais qui se mêlent également à la danse, tantôt pour certaines, pour manifester leur frustration, et tantôt pour d'autres, pour aussi également régler les comptes. Est-ce qu'on va dire que ces personnes ne savent pas ce qu'ils font? Secondo, est-ce qu'on peut dire que ces personnes sont en train de verser un peu dans ce que beaucoup appellent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont mal, ils sont en train de... c'est la dépression manifeste, ou carrément c'est un jeu que ces personnes font? Vous savez, lorsque... C'est lourd, hein? C'est très lourd. Je prends le temps d'agencer mes idées. Mais je ne pense pas que les personnalités publiques et tout, je ne pense pas qu'ils n'aient pas le droit. Ils ont pleinement le droit d'utiliser les réseaux sociaux pour s'exprimer. Je me rappelle quand le président Trump était président, pratiquement chaque heure, on lisait un tweet de lui, des tweets qui, si on les traduisait en français, franchement, c'est des choses vraiment pour des fois drôles et tout. Voilà. Donc quand vous vous abonnez au compte Twitter du CEO de Tesla, Elon Musk, vous allez lire des choses pas possibles. Et quand je ramène une situation très simple, quand Elon Musk achetait X, vous allez voir les pics qui se lançaient entre Zuckerberg et Elon Musk. Vous allez voir que en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, non, mais il faut que ça soit fait d'une façon saine. Très saine. Donc, en pensant également à la jeunesse. Voilà. Donc, moi, je vois mal, par exemple, un certain Samuel Eto'o. Quand on va sur ses comptes, on voit très mal un Samuel Eto'o en train de faire une discussion simplement avec un blogueur. C'est rare. Didier Drogba, c'est inexistant. Oui, c'est eux. Mais Samuel Eto'o, moi je suis pas ils ont la même carrure que notre international. Par exemple. C'est un exemple très simple. Okay. Voilà, ils ont la même carrure. Mais je me dis, récupère à la fin de l'émission. Non, bon, moi je me dis, chacun avec sa façon de réagir avec les choses. Mais je pense que cette histoire a commencé parce que la personne s'est sentie menacée et attaquée. Donc, on ne peut pas, par exemple, t'attaquer sur les réseaux sociaux et tu vas aller régler ça à la maison. Ton nom est sale déjà là-bas. Okay. Donc, on parle de fake news. Par exemple, s'il y a une fake news qui est répandue sur une entreprise sur Internet, on ne règle pas ça ailleurs. On règle ça sur les réseaux sociaux. Donc, on sort un communiqué sur la plateforme. S'il y a une mauvaise information sur une entreprise sur Twitter, on ne va pas venir régler ça sur YouTube, non. Okay. On va le régler sur Twitter. Donc, si moi on m'insulte sur TikTok, je vais régler ça sur TikTok. Okay. Comme ça, mon nom qui est sale là-bas, je peux venir laver mon nom là-bas. Donc, si je comprends bien, tout est dans la manière du règlement. Donc, régler les crises, en fait, quand il y a une crise c'est quoi? C'est quand la renommée d'une personne est attaquée, une entreprise est attaquée. Donc, il y a les stratégies qui sont mises en place rapidement pour laver et enlever le discrédit. Donc, si cette personne-là, je prends un exemple, si la réaction serait que la personne même aille et face à ses agressions ou à ses détracteurs pour répondre et donner des éléments d'éclaircissement, je pense que c'est le lieu. Plutôt que par exemple un profil X diffame, je le récupère, on va au commissariat et si pas mégarde, on l'enferme, je crois que ça sera encore une autre source de diffamation. Donc, ce qui va se faire, je reviens sur les réseaux et je dis, lui, il m'a dit ceci, mais c'est faux. Je le dis et je donne des informations. Mais le problème, c'est que quand moi je viens, je dis, ce qu'il m'a dit, c'est faux. Ouais. Et que la personne va et dit pire. Je reviens, je dis pire. Et tu comprends aujourd'hui que c'est normal quand on dit pire. Voilà. Ces personnes aussi reviennent à plusieurs reprises. C'est pourquoi je dis, ce sont des réactions. Parce qu'on a connu beaucoup de personnes qui n'étaient même pas présentes. Et c'est parce qu'ils sont attaqués qu'ils sortent. En fait, c'est des réactions aux fake news. Quand tu ne sors pas, quand tu ne parles pas, l'information mauvaise là reste. Donc si je suis pas d'accord avec toi. Si je comprends bien, quand je suis ton analyse, c'est normal que ce soit que la personne soit une vedette, une star, peu importe. En tant qu'un humain, il a été attaqué, il a répondu. Ce qui est sûr, il y a une réponse. Et il continue pas à répondre. Voilà. C'est pas une faute en soi.
à la base, c'est pas une faute. Ce qui est sûr doit avoir une réponse. Que la réponse soit peut-être gérée par une équipe de communication ou gérée par elle-même. Ce qui est sûr, c'est une communication. Il n'y a pas de mauvaise communication. Donc, que la personne sorte elle-même et répondre à ses détracteurs ou qu'il laisse ça à des personnes gérées d'une façon ou d'une autre, ça sera une réponse. Et la réponse la plus adéquate, c'est la personne qui juge ce qui pourra, parce qu'on ne pourra pas t'attaquer pendant 1 heure de temps et tu vas venir juste parler pendant 3 secondes. Il faut que tu parles et que les gens te comprennent, parce que d'abord c'est son image qui est en jeu. Il faut quand même que les gens qui sont à l'extérieur t'entendent parler, parce que il y a plus de personnes qui parlent. Il faut que tu parles aussi pour laver ton nom. Alors, donc je comprends bien, Rachel. Apparemment, quand je suis bien le raisonnement de Mance, mais ce n'est pas pour à ce qu'il y ait des réponses directes sur également des réseaux sociaux. Mais quand je l'entends au fond, ce qui serait intéressant et ce qui serait exceptionnel, c'est la manière peut-être de répondre, la classe qui va avec et qui devrait également protéger l'image de cette personne qui est une référence, qui est un modèle et que plusieurs adultes. Est-ce que tu partages également ça? Non. Non. Pas du tout. C'est comme nous dire, par exemple, que si quelqu'un me poignarde dans la rue, forcément, je dois réagir. Donc, ça ne sert plus à rien d'avoir des autorités. Mais si tu dois réagir, tu vas réagir. Je réagis en le poignardant aussi. Non, mais tu auras une réponse. Mais c'est en train de nous dire. Non. Il y a des manières. Rachel, on va suivre également très rapidement. On n'a plus beaucoup de temps pour recevoir notre invité du jour. Mais Rachel, en quelques secondes, dis-nous exactement le fond de tes pensées. Il y a quelqu'un qui vient, par exemple, sur les réseaux sociaux et m'attaque. Là, moi, je ne vais pas réagir. Tu n'as pas besoin de répondre. Je n'ai pas besoin de réagir. Parce qu'une nouvelle qu'on ne nourrit pas ne va pas loin. C'est les réactions qui font que cette nouvelle Est-ce que quand tu ne réponds pas, est-ce que tu ne laisses pas tu laisses une mauvaise image, voilà. Tu laisses une mauvaise... Oui. Non, mais attendez. Quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux, par exemple, et dit que je suis sortie avec peut-être 20 hommes et qui part publier ça sur les réseaux. Moi, je vais venir répondre que je ne suis pas sortie avec. C'est comme si... C'est maintenant, je me rabaisse au niveau de la personne. Donc, pour toi, pour moi, la meilleure des choses, c'est peut-être d'appeler cette personne vers les autorités compétentes. Et je suis sûre que cette information sera diffusée. D'une manière ou d'une autre, même si ça ne vient pas directement de moi, cette information sera diffusée. Et c'est à cause de ça, aujourd'hui, on retrouve des personnes qui suivent aussi la masse. Et finalement, c'est eux qui sont les moutons qui sont amenés au truc à l'abattoir. Parce que je me dis, telle personne l'a déjà fait, on lui a rien fait. Et bizarrement, quand toi tu vas t'y mettre, c'est toi qu'on va amener à la récupérer. On va récupérer. Je me rappelle bien de cette histoire avec Emmanuel Adebayor. Il était le premier à emprisonner des gens pour des histoires de diffamation. Il était le premier. Et aujourd'hui, quand je le vois encore dans des histoires comme ça, moi je suis surpris parce que tu bannis. On n'est pas sûr qu'il est le premier. Pardon, on n'est pas dedans. D'accord. Avec pincette, hein. Je le dis avec pincette. Je recadre l'information. Mais aujourd'hui, je le vois encore sur les réseaux sociaux et c'est lui qui est l'auteur de... Je suis surpris. Finalement, c'est quel message il véhicule? Ce sont des réactions, en fait. Quand on est une autorité, excusez-moi, quand on est une personne publique, on ne se permet plus d'être comme des autres. C'est comme si on a une vie. Mais cette vie... Mais Rachel, j'ai bien envie de te dire que peu importe l'autorité qu'on incarne, on reste des humains. On reste humain, je suis d'accord. C'est pour cela qu'il y a des autorités aujourd'hui qui ont je vais laisser la parole. Une communication. Et puis je laisse la parole à Joseph. Est-ce que tu suis Donald Trump? Oui. Tu suis cette suite? Oui. Mais je me rappelle pas l'avoir déjà vu rentrer dans un cache, par exemple. Si. Jusqu'à maintenant, tu vas suivre ça, l'étude de Donald Trump et l'étude de Joe Biden. Ça reste quand même dans le milieu professionnel. Va lire et traduire en français, tu verras. C'est leur réalité à eux. Alors, il faut, ça dit quand tu te tais, tu laisses la mauvaise graine pousser. Tu ris de mourir. Le digital, c'est pas ça. Il faut que tu répondes.
Alors, non, moi, je pense pas que ce soit la meilleure des choses. Ce qu'on va faire, c'est que nous sommes talonnés par le temps. Et quel serait ton conseil, quelle sera ton orientation à tous ceux qui aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, qui éventuellement se jettent dans ces jeux, que ce soit de clash, dans ces insultes, dans les diffamations, même qui t'a diffamé, même les autorités. Aujourd'hui, quel serait donc ton conseil, quel sera ton mot de fin? Ça sera de nouveau. D'abord, on va aller rapidement. Oui, ça sera de nouveau. D'abord pour les jeunes, avant d'arriver sur les réseaux sociaux, il faut aller à la formation. À la formation carrément. Je pense qu'il faut pas forcément te faire former pour maîtriser, mais il faut avoir les bonnes informations sur l'utilisation du réseau en fait. Il faut avoir les valeurs. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu vas transmettre sur les réseaux sociaux. Donc il faut avoir des bonnes valeurs, ça part de l'éducation. Il faut avoir une ligne éditoriale. Bien définie. Ça va te permettre de rester vraiment focus dans ce que tu es en train de faire. Maintenant, sur ta ligne éditoriale. Maintenant, pour ceux qui sont des influenceurs, il ne faut pas répondre à tout dans l'émotion. Il faut aller par méthodologie. Et je pense que si tu arrives à faire tout avec méthodologie, tu trouveras toujours les bonnes manières pour répondre à tout ce qui s'attaque ou bien pour passer un moment de crise, ainsi de suite. Voilà, alors, Rachel, quel sera donc ton dernier mot sur tous tes conseils à l'endroit de tous ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, que ce soit les autorités, que ce soit les influenceurs, les stars, les vedettes des chansons que nous aimons tant, que nous adulons, et que ces derniers temps, nous les voyons être froissés sur les réseaux sociaux. Ça fait mal. Quel serait donc ton conseil et en même temps ton mot de fin? Moi, je dirais à ces influenceurs-là de choisir leur manière de répondre peut-être aux provocations qu'on a sur les réseaux sociaux. Ils ont choisi être sur les réseaux sociaux. Ils savent en quelque sorte le bien et le mal qu'est d'être sur les réseaux sociaux. C'est pas pour dire que tout le monde aussi doit se permettre de dire n'importe quoi et à tout moment. Je les encouragerais à prendre conscience de l'impact qu'ils ont sur la génération future, parce qu'il y a beaucoup qui les estiment, il y a beaucoup qui les suivent. Donc, il faudrait chaque fois qu'un intervenant qui pense à cette jeunesse qui est restée derrière, et à nous jeunes, il faudrait qu'on sache utiliser efficacement les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une perte de temps et il faut qu'on prenne conscience qu'on peut valoriser autrement ces temps-là qu'on passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des TikTok qui sont rémunérés et par rapport aux vidéos également qu'on suit. Donc, autant perdre son temps sur des vidéos qui nous apportent de l'argent. Super. Par exemple. Mance. Merci Maestro, merci à tous ceux qui nous suivent. Moi je dirais tout simplement que beaucoup ignorent la loi sur la cybercriminalité. Il y en a plein qui l'ignorent. Même le code pénal a prévu des peines sur ces genres d'agissements. Mais la loi qui cadre vraiment la vie digitale, c'est la loi sur la cybercriminalité qui est disponible sur Google. On peut le trouver et lire. Ça nous permettra de savoir la portée de ce que nous faisons chaque jour sur les réseaux. Et donc pour dire que aujourd'hui, lorsque on vient sur TikTok ou n'importe quel réseau social, sachons ce pourquoi nous y allons. Et quand on est jeune surtout, sachons ce pourquoi on y va. On y va pour apprendre, on y va pour tisser des relations, on y va aussi pour se divertir, on ne va pas refuser. Mais attention à ce que nous laissons. Internet a une mémoire et quel que soit comment tu effaceras tes traces, quel que soit ce que tu deviendras demain, quel que soit comment tu changeras ta photo de profil, quel que soit le nombre de profils que tu créeras, les images, tout reste. Voilà. Vous avez tout compris, donc nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette émission consacrée au débat, et tout au long de cette émission, on a essayé d'éveiller la conscience de nous jeunes sur l'actualité, sur le temps que nous passons sur les réseaux sociaux et la responsabilité qui devrait être la nôtre. Il est très important de soigner notre image. Nous comprenons par là que ce soit des autorités, que ce soit donc des vedettes de la chanson ou encore de nos stars, tout le monde a le droit d'être sur les réseaux sociaux, mais n'oublions pas que avant tout, nous sommes des modèles, nous sommes donc des références. On a mal, on doit l'exprimer pleinement, mais savoir comment l'exprimer, peut-être avec une équipe de communication professionnelle derrière, pourra nous permettre également de laisser un héritage pour cette merveilleuse jeunesse que nous avons dans notre pays, le Togo. Je pense que c'est sur ces mots que nous allons faire cette petite pause pour annoncer notre invité du jour, qui est également un aîné, docteur de son état. Vous allez le découvrir dans les minutes qui suivent. À tout à l'heure.
docteur en administration des affaires, Monsieur Doutier d'Amparé. Il est donc notre invité du jour. Merci, docteur, de son état. J'espère que vous allez très très bien. Je vais bien. Merci de répondre à notre invitation aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Je profite pour saluer vos nombreux spectateurs qui nous écoutent. Et qui nous suivent également. Qui nous suivent également sur la chaîne panafricaine New World TV. Super. Merci. Alors, tantôt, avant de te recevoir, ou de vous recevoir plutôt sur plateau, nous sommes en train de parler un tout petit peu sur l'actualité que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Et il faut impérativement qu'en tant que jeunes, on puisse créer nos entreprises pour être occupés et développer notre pays, n'est-ce pas, docteur? Bien sûr, parce que le secteur du numérique, c'est un secteur porteur dans le domaine des affaires. Donc, je pense que ce thème mérite d'être débattu. Merci. Parce que je pense en réalité que si tout le monde a peut-être son entreprise qui prospère, alors on sera occupé. Et chacun saura quoi faire et on n'aura pas assez de temps pour aller dans les classes sur les réseaux sociaux. Alors, c'est ce qui nous amène à parler de comment pérenniser notre entreprise avec toi, cher docteur. Et la toute première question que j'aimerais bien vous poser, c'est que Togo FES nous renseigne que 15 654 entreprises ont été créées en 2023 au Togo. Et quel est votre avis sur cette information? Est-ce que c'est une information avérée? Quelle est votre analyse? Ok, merci beaucoup. J'ai eu également la même information. Je vais aller peut-être un peu amplement. Dire que je commence par la vie d'un Togolais que je suis. C'est comme vous me posez la question. Le Togo, on vient de nous informer qu'on a découvert un puits de pétrole. Et quel est mon avis? Naturellement, je serai content. Ça permettra d'avoir des ressources, faire des réalisations, ainsi de suite. Je suis content. Et quand j'entends ce chiffre, je me dis que non, le pays évolue. Les organisations ou les institutions en charge de la promotion des entreprises fonctionnent et que les instructions qui descendent du haut aussi sont bien reçues. Mais je vais peut-être revenir maintenant sur mon avis, peut-être des spécialistes, pour dire que j'ai consulté la même source qui me renseigne qu'en 2022, il y avait eu plus de 13 000. Et qui nous fait un rapport. Et donc, si nous allons de 2022 qui est de 13 000 et 2023, on a 15 000. Donc, il y a une hausse de 13%. Des créations d'entreprises au Togo. Mais vous voyez qu'on doit vraiment féliciter les acteurs. Et j'ose croire que dans cette fourchette, il y a beaucoup de jeunes qui ont pris le goût du risque d'investir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est de l'investissement. On investit et on attend le retour sur investissement. Est-ce que vous voyez? Mais par rapport à une autre étude que j'ai pu consulter, qui a été menée par le Centre de formalité des entreprises de 2010 à 2015. Celle-là, je suis un peu dans l'amertume, qui nous dit que les entreprises qui ont été créées de 2010 à 2015, seuls 70% ont survécu. Donc, je me pose une question. Est-ce que sur nos 15 000, est-ce qu'il y a eu des palliatifs pour que on puisse minimiser, c'est vraiment, mettre la clé sur le paillasson très tôt, vraiment c'est là. Bon. Et la question que j'aimerais vous poser tout de suite, comment vous expliquez cette chute que des entreprises, plus de 30% des entreprises qui ont été créées ont fermé? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Oui, votre question, je pense que gloser sur elle mérite, c'est peut-être une thèse de doctorat, mais nous allons l'aborder avec humilité. Mais le même rapport a cité des causes ou des facteurs, mais nous allons peut-être les résumer sur le profil et l'environnement. On va aller rapidement, oui. Si nous allons sur le profil, quand vous voulez devenir médecin, vous prenez les cours après le bac 7 ans et vous devenez médecin pour venir consulter un patient en 10 minutes. Vous voulez devenir militaire, j'ai dit. Vous vous faites recruter, vous allez au centre de formation au CENI, à Kara, on vous envoie à Kwewa faire la formation, vous apprenez le maniement des armes et on vous habille. C'est là que vous êtes devenu militaire. Mais on ne devient pas entrepreneur sur un coup de tête. Oui, du jour au lendemain, c'est parce qu'on a tout essayé, ça a échoué. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on nous dit souvent que non,
faut entreprendre dans le domaine que vous maîtrisez mieux. Donc, vous n'avez pas le goût du risque. Vous n'avez pas l'esprit d'innovation. Vous n'êtes pas... Ça dit, il faut être... oui, il faut être outillé. Non seulement être outillé, mais il faut vraiment le courage. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une activité facile. Comme on le pense, j'entreprends aujourd'hui, demain en même temps, je récolte. Ce n'est pas comme ça. Souvent, on se trompe. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut dire qu'il y a des causes exogènes et des causes endogènes. Maintenant, au niveau des causes endogènes, ça dépend souvent de choses. Ça dépend aussi de la gestion. Maintenant, vous me poserez la question, il s'agit de quelle gestion? C'est vrai, il y a la gestion opérationnelle et la gestion stratégique. La gestion opérationnelle paraît souvent mécanique. Est-ce que vous voyez? Quand on voit, il faut comment gérer la production, le stock, ainsi de suite, les fournisseurs. Ça, c'est la gestion opérationnelle. On sait qu'au 31 décembre, il faut arrêter les comptes, il faut déposer les comptes à l'OTR, tout ça là, c'est la gestion opérationnelle. Maintenant, la gestion stratégique. Mais c'est encore une autre école. Souvent, nous avons fait l'école des diplômes. L'école des diplômes? Oui, c'est terminé. Mais il reste l'école de la vie. Ok. Pour définir des stratégies. Mais est-ce que nous avons pu faire une analyse SWOT de l'entreprise? Quelles sont les faiblesses? Quelles sont les menaces? Quelles sont les opportunités? Est-ce que nous avons pu faire ça? Souvent, nous n'arrivons pas à le faire. Est-ce que nous avons pu définir une vision, une mission assez claire pour l'entreprise? C'est des questions. C'est des questions. Nous n'avons pas pu le faire. Mais, ça dit, sur un coup, on dit non, ça n'a pas marché. Non, on n'a pas fait les préalables. Ok. Là, c'est que la base est faussée. La base est faussée. On ne quitte pas parce qu'on a rêvé et puis on commence. Ou parce qu'on veut essayer. On veut essayer. On veut essayer. Ce n'est pas ça, le monde des affaires. Alors, cela m'amène également à vous poser la question du management. Et beaucoup plus du management. Aujourd'hui, on parle du management de confiance. Il s'agit en fait de quoi? Ah, vraiment, le management par la confiance. Ok. Avant de vous répondre d'une façon... pour parler du management de la confiance, j'ai envie de parler un peu du professeur Stéphane Robert Covey, qui a développé et il a sorti un ouvrage sur le pouvoir de la confiance. Le pouvoir de la confiance, je vous fais abstraction de ce qu'il a développé, mais je nous ramène dans notre écosystème ou notre biotope, même notre maison. Votre femme, c'est pas parce que vous êtes le plus beau, le plus fliqué qu'elle vous suit. C'est parce qu'elle vous suit parce que elle estime que elle a confiance en vous, que vous pouvez la défendre. Est-ce que vous voyez? Vos collaborateurs, vous n'êtes pas plus intelligents que eux. Ils vous suivent parce que vous avez une vision. C'est vrai. Ils ont confiance en vous. Mais regardez, nos grands frères qui sont dans l'entreprise politique, je le dis. Mais les gens viennent à votre meeting, à vos séances. Vous pensez que vous êtes le plus intelligent? Vous sortez les gros mots. Le meilleur leader? Non, ce n'est pas ça. C'est parce que les gens vous donnent une certaine confiance. Ils se disent, mais ce qu'il dit, même s'il n'a pas les moyens, s'il arrive avec un leadership, il peut quand même nous proposer quelque chose. Donc c'est ça. Le pouvoir de la confiance. Maintenant, revenons sur le management par la confiance. Il faut dire que c'est une philosophie. C'est une philosophie, disons un style de management qui a été développé dans les pays anglo-saxons, c'est récent, dont son auteur est David Schickbuck, qui est apparu dans une revue dans les années 1970, qui pense que quand vous travaillez avec les gens, il faut développer une certaine confiance envers eux. C'est très utile et efficace. Oui. Et ça permet d'avoir la flexibilité dans l'exécution des tâches. Et ça dit, avec, disons, ils reviennent sur la définition du management même, qui est l'art de faire accomplir les tâches avec enthousiasme. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce style, le contrôle est vraiment limité.
tout le monde est responsable, on discute, On fait les gens... confiance à l'autre. Est-ce que vous voyez? Ça dit, on traite l'autre comme collaborateur et non comme un employé. Donc c'est ça le sens du management par la confiance. C'est tellement que Rachel et Joseph également ont une question pour vous, Joseph. D'abord, merci beaucoup, docteur. Je pense que ce sont des explications assez enrichissantes. Alors, le management par confiance, est-ce à dire nous sommes en train d'aller vers une autre dimension de management par rapport à ce qui se fait naturellement dans nos entreprises aujourd'hui? Okay. Oui, merci beaucoup. Est-ce que, moi, je vais ranger en disant, est-ce que c'est la meilleure façon de pouvoir gérer les hommes au sein d'une entreprise aujourd'hui? Oui, il faut nuancer. Parce que la science est évolutive. La science est évolutive. Il faut aussi d'abord distinguer de quelle entreprise nous parlons. Est-ce que c'est une entreprise sociale? C'est une entreprise classique? Est-ce que vous voyez? Donc le management diffère des entreprises. Et il y a eu beaucoup de théories qui ont été développées. Mais si vous revenez sur la théorie de la gestion des organisations, vous allez voir dans les années 1960-1970, il y a des théoriciens comme Abraham Maslow qui a hiérarchisé les besoins des travailleurs pour les motiver à produire. Vous allez voir les gens comme Ted Gour qui a développé la théorie des frustrations relatives. Il pense que non, il y a dans l'entreprise ou dans la société, mais les gens estiment que ce qu'ils gagnent, c'est pas ce qu'ils devaient gagner. Et ils ont des frustrations. Dès qu'il y a des frustrations, il n'y aura pas de production. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup de théories qui ont été développées. Maintenant, il ne faut pas être mécanique. Il faut adapter les théories à des situations, à des entreprises. Est-ce que vous voyez? Mais le management par la confiance, je pense que, à mon avis, c'est un style qui porte. Parce que les gens n'ont pas besoin d'être à tout moment stressés. Est-ce que vous comprenez? Les gens n'ont pas besoin à tout moment d'être stressés. Parce que si on dit tous les chemins mènent à Rome, si vous prenez le bateau, vous arrivez à Rome. Mais celui qui prend l'avion, il arrivera plus vite que vous. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Oui, parce que les collaborateurs que vous gérez, ils ont souvent des solutions que vous n'en avez pas. Vous pensez que votre solution est la meilleure, alors qu'avec ce style, c'est flexible que quelqu'un vienne vous dire, ah mais chef, est-ce que vous ne pensez pas que si on applique telle théorie, ça peut nous résoudre tel problème? Ah mais tiens, voilà la recette. Mais si vous vous comportez comme un monarque, comme un néron ou un pharaon, personne ne viendra vers vous. Donc le management par la confiance, c'est vrai, les gens nous diront que non, je lui ai accordé ma confiance, il m'a trahi. Posez-vous la question. Vous n'avez jamais trahi? C'est aussi ça. C'est aussi ça. Moi, je pense que c'est une philosophie qui peut être d'actualité. J'ai peut-être une dernière question, mais je ne sais pas si Rachel... Oui, j'ai une question aussi. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit n'entreprend pas qui veut. Et c'est-à-dire... qu'on doit toujours fouiller, retourner peut-être à l'école parce qu'il n'y a pas de formation adaptée pour dire que si j'embrasse ce domaine-ci, je vais réussir. C'est ce qui ramène à essayer un peu de tout et se rendre compte peut-être finalement que ça ne marche pas et d'aller d'un autre côté. Maintenant, quel conseil vous donnerez à ces jeunes-là qui veulent entreprendre sans avoir une idée fixe sur ce qui marche aujourd'hui? Ok. Bon, le conseil ne sera pas un conseil universel. Il faut l'adapter cas par cas. Parce que ailleurs, les gens font les écoles de commerce. Mais chez nous, il n'y en a pas. Mais j'ai des cas précis qui m'amènent à certaines réflexions. Nous sommes dans un pays où il y a une histoire qui s'est écrite. La page n'est pas encore fermée. C'est l'histoire de Nana Benz. Nana Benz. Tout le monde connaît l'histoire de Nana Benz, leur poids dans l'économie togolaise. Donc, on se pose la question, quel était le diplôme de nos très chères mamans dans les grands marchés de Lomé? Mais ces dames ont réussi. Bien sûr. Elles ont réussi. Jusqu'à preuve de contraire, ces dames ont réussi. Donc, nous disons que s'il y a un conseil à donner à ceux qui veulent entreprendre, d'abord de mieux réfléchir, ensuite d'être engagé sur ce qu'ils veulent faire. Engagé comment? Être engagé, ça veut dire quoi? Je n'essaye pas parce que, bon, est-ce que ça va marcher? Il faut tenir. C'est comme les femmes ont l'habitude de dire, oui, ton pied, mon pied.
ton pied, mon pied. Je vais vous donner un exemple. Lors d'une tournée, j'ai rencontré un monsieur à Kougnon. Je profite pour saluer tous nos frères de Kougnon qui nous écoutent. Nous recevons vos salutations. Merci. Et il était dans une entreprise une entreprise, ça dit qu'on appelle communément économie circulaire. Il dit, mais je vois vous parler avec assurance. Il me dit, mais grand frère, tu veux que je parle comment? Cette entreprise-là, c'est elle qui me nourrit, moi et ma famille. Je ne fais rien d'autre que ça. Mais si je ne parle pas avec assurance, où est-ce que je vais parler encore avec assurance? Ok. Est-ce que vous voyez? Donc il est tenace dans ce qu'il fait. Et tout son espoir, c'est là-bas. Vous voyez? Ce n'est pas, bon, aujourd'hui, on fait un peu, demain, on recule. Non, non, non. Vous tenez. Et aussi, ce que je voulais dire, il faut, quand on veut rentrer dans le monde des affaires, il faut viser la qualité. Il faut viser la qualité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Parce que quand je parlais du numérique, tout ça, c'est un village planétaire. Qu'il vous souvienne, on nous a dit que le Togo exporte le soja bio dans l'Union européenne. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais ce soja bio, on ne le consomme pas comme ça. Hein? Les consommateurs de l'Union européenne veulent savoir ils veulent connaître le processus de production de ce soja. Ils veulent savoir qui sont ceux qui produisent ce soja. Ils le produisent où? Comment? Pour s'assurer que le soja est vraiment bio. C'est pourquoi souvent on exige vraiment la certification. On certifie que le produit est bio. Mais vous faites un produit qui n'est pas de la qualité. On revient à ce concept de la confiance. Il faut que j'ai confiance que ce que je consomme, vraiment j'aurai une bonne santé. Je ne consomme pas pour mourir demain. C'est bien ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Il faut tenir la qualité. Aussi, il y a un élément très important. C'est le relationnel. L'entreprise vit dans un environnement. L'entrepreneur ou l'homme d'affaires, vous devez faire un effort pour être humble le plus possible. Humble, pas parce qu'on vient de déverser les déchets sur votre tête. Non. Mais vous êtes humble pour garder vos relations. C'est un appel téléphonique qui vous donnera un marché. Bien sûr. C'est une carte de visite qui vous ouvra une porte. Donc le relationnel est très important. Super. Très 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 important. On peut même débuter avec un contact. Mais la dernière fois on s'est rencontré dans tel masterclass, mais vous avez exposé tel, est-ce que vous pouvez me faire tel? C'est une porte qui s'ouvre. Mais tant que vous n'avez pas ces éléments, vous ne tenez pas, vous ne visez pas la qualité, vous n'avez pas des relations, ou bien vous ne gardez pas des relations, c'est un peu compliqué de tenir. Super. Merci. Alors, j'ai peut-être une dernière question avant qu'on puisse finir cet entretien sur New World Economy. Aujourd'hui, nous parlons de la pérennité des entreprises et elle a posé une question par rapport aux jeunes qui veulent entreprendre et ce qu'elles doivent avoir d'avance avant de se lancer en entrepreneuriat. Ma dernière question pour vous, donc Monsieur Douty sur ce plateau, comment faire aujourd'hui ou quelles sont les solutions à prendre en compte pour pouvoir pérenniser son entreprise? Ok, merci. Je pense que nous allons... ce sujet mérite beaucoup de temps pour pouvoir le décortiquer. C'est vraiment qu'on trouvera dans une autre émission. Dans une autre émission pour pouvoir parler largement. Je vais revenir sur certains éléments. Super. Pour pérenniser l'entreprise. Parce que pérenniser l'entreprise, souvent nous avons quoi? Nous nous focalisons sur les finances. D'abord, dans l'entreprise, il y a quoi dans l'entreprise? Il y a le capital humain dans l'entreprise. C'est ça, moi, j'appelle. Ça, c'est une conception personnelle. La première ressource. Comment nous traitons nos ressources humaines? Pensons-nous que c'est une charge? Quelle est notre relation avec les ressources humaines que nous avons sous nous? C'est ça. Sont-ils des employés ou des collaborateurs? Parce que les réponses vont importer mieux. Ça dit peu. À chacun, à son niveau, de peser, de revenir sur sa relation avec ses ressources humaines.
quelle est la qualité de vie dans votre entreprise. Si vous voulez que votre entreprise soit pérenne, il faut vous poser une telle question. Super. La deuxième composante que je voulais revenir, c'est les ressources financières. Si, sans vouloir vous arrêter, quand vous parlez de ressources humaines, en d'autres termes, pour nous autres qui ne sont pas forcément dans le domaine des affaires, en français facile, on va dire, c'est quoi? Oui, en français facile, c'est le personnel que vous avez sur vous, ceux qui travaillent avec vous. Bah, un jeune entrepreneur n'a pas forcément un personnel avec... Non, là, nous parlons de comment pérenniser l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise a déjà atteint un niveau et on veut stabiliser l'entreprise. Non, il n'y a pas de souci. Je peux répondre peut-être cette question à deux volets. C'est pourquoi... Oui, du temps, merci beaucoup. C'est pourquoi nous avons parlé de type d'entreprise. Si vous êtes peut-être dans une entreprise individuelle, je pense, madame, pas d'une entreprise individuelle. Oui, ça m'intéresse. Donc, cette entreprise individuelle, vous-même, d'abord, vous êtes votre propre patron. Oui, vous êtes votre propre patron et vous êtes employé. Parce que l'entreprise vous emploie. D'accord, d'accord. Est-ce que vous voyez? Je vois. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Maintenant, revenons à la chose. Est-ce que vous confondez les ressources de l'entreprise à votre poche? Ok. Ça nous revient à cette question. C'est la grande question. C'est la grande question. Oui, parce que quand nous arrivons quelque part, quelqu'un me dit non, je vous paye, non. Je vous paye, non. Le collaborateur n'a rien à dire. Non. C'est l'entreprise qui nous réunit. Ce n'est pas une histoire de vous, je vous paye. C'est l'histoire que l'entreprise soit pérennisée. C'est l'entreprise qui nous unit. Parce que quand il pleut, on brave la pluie pour arriver dans l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut chacun doit apporter quelque chose pour la pérennisation. Donc, on ne peut pas vous permettre de gaspiller les ressources. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il faut voir. Ça, c'est chose. Peut-être les entreprises jeunes, les entreprises comme les sociétés anonymes, les gens ont mis de l'argent. Ils ont mis de l'argent et ils vous ont confié la gestion. Qu'est-ce qu'ils attendent? Vous allez fructifier de l'argent. Super. Vous payez les fournisseurs. Super. Vous payez le bâtiment. Vous payez l'électricité, l'eau. Et vous laissez la cagnotte dans leur caisse. Parce que le conseil d'administration vous attend. Ils attendent que non, on a eu un bénéfice de 15-20 millions pour se partager. Personne ne veut jeter son argent à la fenêtre. On jette l'argent à la fenêtre et on le récupère, on le fait rentrer par la porte. Bien sûr. Voilà. C'est ça les éléments. Donc, la dernière ressource que nous gérons en entreprise, après les ressources humaines, les ressources financières, c'est les ressources, disons, peut-être immatérielles. Il faut voir comment on gère. Les permis. Oui, permis, accréditation, les partenariats. Oui, c'est ça qu'on gère. Mais supposons, New World TV est certifié ISO 9001. Mais le DG veille parce qu'il y a une inspiration. S'il ne veille pas, ça va s'inspirer, il ne sait pas. Parce que c'est un avantage concurrentiel. Vous le savez. Ça permet de pérenniser l'entreprise. Quand on voit, mais c'est l'entreprise est certifiée, tout le monde fait confiance. On veut, on dit c'est New One qui a donné l'information. On dit ah oui, New One, oui, c'est une chaîne crédible. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est beaucoup d'éléments, mais nous allons peut-être prendre en détail sur ces éléments. Alors, je rappelle donc que M. Douti Dantoiré, vous êtes docteur en administration des affaires. Merci d'être passé chez nous et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, à savoir pour nous jeunes qui commençons avec nos entreprises, également pour ceux qui véritablement sont à haut niveau déjà et qui veulent également pérenniser leur entreprise. En tout cas, merci d'être passé chez nous. Merci, nous serons là chaque fois que le besoin se fera sentir. Merci beaucoup. Merci à la chaîne New World TV. Merci également à Rachel pour avoir passé tout ce temps avec nous. Merci Joseph. Et entre-temps, merci également à Mince d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission consacrée à la jeunesse où nous allons sur des sujets d'actualité, des sujets qui nous permettent de pouvoir nous éveiller, nous construire, nous bâtir en tant que jeunes qui constituons la relève de notre pays, le Togo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.